Ok, alors merci beaucoup, bienvenue dans le cadre de cet événement SOPRO qui parle de la pénurie de la main-d'œuvre féminine et l'excès de hiérarchie. Avant qu'on commence la table ronde, on aimerait vous présenter les chiffres de la parité du festival. Ces chiffres de la parité résultent en fait de la charte qu'on a signée en tant qu'organisation, donc l'association Swan, avec le festival Les Journées de Soleure. Et plutôt que de parler plus, je vais laisser la place à la co-directrice du festival, Monika Rosenberg. Merci beaucoup. Bienvenue, herzlich willkommen. Du hast schon vieles gesagt. Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit Swan jedes Jahr, also das heißt seit 2019, die Statistiken zur weiblichen Präsenz im Filmschaffen präsentieren dürfen. Das wurde unterschrieben. Die Charta hat eine Vorgängerin von Niccolo Castelli, meinem Kollegen, künstlerischen Leiter, in 2019 unterschrieben. Und diese Präsentation machen wir nicht selber. Wir liefern die Zahlen jeweils Swan, die sie auswertet und eben präsentiert, nachher aufbereitet, um sie Ihnen vorzustellen. Und ich begrüße hier auf der Bühne gerne Cadenza Zhao, Katja Skila, Xenia Ignatenko und Delphine Luqueta ist bereits hier und hat sie begrüßt. Hallo, guten Tag. Die Solothurner Filmtage sind das zweite Schweizer Filmfestival, die das Charta für Parität und Inklusion bei Kinofestivals für neue Verpflichtungen und für Gleichberechtigung und Vielfalt in der Branche unterzeichnet hat. Auf Initiative von Swan haben die ehemaligen Direktorin und Präsident der Solothurner Filmtage, Serena Rohrer und Felix Gutzwiller, zusammen mit der Produzentin und Patin Tiziana Sudani am 30. Januar 2019 die Charta unterzeichnet. Swan wurde durch die ehemaligen Co-Präsidentinnen Gabrielle Bohr, Laura Kerr und Stefan Mitchell sowie Mitgliederinnen und kooptierte Mitgliederinnen des Exekutivkomitees vertreten. Die Solothurner Filmtage haben mit uns ihre Zahlen mitgeteilt, um ihre Verpflichtungen nach der Unterzeichnung der Swan-Charta zu verfolgen. Dans la catégorie de long métrage, il y a 144 longs métrages qui étaient soumis pour faire partie de la sélection officielle de 2024. 80 longs métrages ont présenté en sélection officielle, Panorama Suisse. Les programmes spéciaux rencontrent 46 courts-métrages et un long-métrage. Histoire du cinéma suisse et Focus ne sont pas compris dans le nombre total des films. Le programme Rencontre est dédié à 3 cinéastes masculins, Claude Louillet, Georges Schwingebel et Daniel Suter, donc 100% hommes. Dans la catégorie court-métrage, 284 courts-métrages ont été soumis, examinés par le comité de programmation. 76 courts-métrages ont présenté en sélection officielle, Panorama Suisse. Catégorie clips musicaux. Plus de 400 clips musicaux ont été soumis, examinés par le comité de la programmation. 17 étaient choisis. Der Vorstand der Solothurner Filmtage besteht aus 3 Männern und 4 Frauen, was einem Frauenanteil von 57% entspricht. Andreas Spielmann ist der Präsident und Anita Panzer ist die Vizepräsidentin. Die Geschäftsleitung setzt sich aus 13 Männern und 12 Frauen zusammen, was einem Frauenanteil von 48% entspricht. Monika Rosenberg ist Verwaltungsleiterin und Niccolo Castelli ist der künstlerische Leiter. Das Programmkomitee für Langfilme besteht aus 3 Frauen, Tanja Groth-Kormeling, Bigna Thomschen und Marianne Wirth, und 4 Männer, Niccolo Castelli, Joel Jent, David Ries und David Wegmüller, was einem Frauenanteil von 43% entspricht. Die Programmkommission für Kurzfilme ist 2 Frauen, Jella Hassler und Valentina Provini, und 2 Männern, Niccolo Castelli und Emilien Gür, ausgeglichen besetzt, was einem Frauenanteil von 50% entspricht. Das Programmkomitee für den besten Schweizer Videoclip besteht aus einer Frau, Lisa Leudolf, und 2 Männern, Emilien Gür und Pier Francesco Monteleone, was einen Frauenanteil von 33% entspricht.
Das Programmkomitee Focus besteht aus einem Mann, Hannes Bühlwiller, in Abstimmung mit der künstlerischen Leiter des Festivals Niccolo Castelli. Die Programmkommission Historie du Cinema Suisse wird ausschließlich von einer Frau, Marianne Wirth, geleitet, was zur 100-jährigen Betreuung von Frauen beiträgt. Das Programmkomitee Rencontre besteht ausschließlich von einem Mann, David Wegmüller, womit 100-jährige Betreuung von Männern gewährleistet ist. Die beiden Ausschüsse arbeiten in Abstimmung mit dem künstlerischen Leiter des Festivals Niccolo Castelli. Et pour les jurys, le prix de Soleure, il y a 2 femmes et un homme, Marianne Lewinsky, Myriam Stein et Jacques Dubochet, soit 66% de femmes. Pour la section Visioni, il y a 1 femme, 1 personne non-binaire et un homme, Joël Comé, Hélène Averiani et Johannes Rosenberger, soit 33% de femmes. Pour le Nachwuchspreis Suisse Image SSA, il y a 2 femmes, un homme, Suzanne Guggenberger, Stéphanie Kuchler et Stéphane Goel, soit 66% de femmes. Pour le nombre de réalisatrices dans le processus de sélection, pour la 3e fois après avoir signé la charte Swan pour la parité et la diversité, le festival a méthodiquement dénombré les réalisatrices qui ont soumis leurs films à la sélection ainsi que les réalisatrices sélectionnées dans les compétitions principales avec les résultats suivants. 36,4% des cinéastes qui ont soumis un long métrage pour la sélection pour des Journées de Soleure étaient des femmes et 46% des cinéastes qui ont soumis un court métrage aux Journées de Soleure étaient des femmes. Le nombre total comprend les personnes de tout genre. Pour les réalisatrices sélectionnées, 36% des 80 longs métrages sélectionnés sont réalisés par des femmes et 46% des courts métrages sélectionnés sont réalisés par des réalisatrices. Et de nouveau, le nombre total comprend tous les genres. Le prix de Soleure rassemble 3 réalisatrices et 5 réalisateurs, avec 7 films au total. Il y a une co-réalisation entre une femme et un homme, soit 36% de réalisatrices au total. Le prix du public rassemble 3 réalisatrices et 6 réalisateurs, avec 9 films au total, soit 33% de réalisatrices au total. Et pour le prix Visioni, il regroupe 4 réalisatrices et 6 réalisateurs avec 8 films au total. Ça inclut une co-réalisation par 2 femmes et une co-réalisation par 2 hommes, soit 38% de réalisatrices au total. Donc voilà, pour conclure, en total, donc 63,5 réalisatrices, donc 28,5 pour des longs métrages et 35 pour les courts métrages et 29 réalisateurs, donc 50,5 longs métrages et 38,5 pour courts métrages. La méthode de calcul prend en compte le nombre total de films par sexe. La méthodologie de collecte les données n'est pas encore finalisée. Les parties concernées, Festival du film de Soleure et Swan, discutent actuellement de la méthode de calcul qui sera la plus précise pour les années à venir. Les co-réalisations sont comptées proportionnellement par film. Donc, film finalisé par une femme et un homme, donc c'est 2 fois 0,5. 2 co-réalisatrices égale 1. So haben wir dieses Jahr weniger Frauen in der Programmkommission für den besten Schweizer Videoclip und in der Programmkommission für Langfilme. Aber wir haben auch mehr Regisseurinnen, sowohl bei Langfilmen als auch bei den Kurzfilmen und mehr Frauen im Vorstand. Ich danke dem Festivalteam für ihre Bereitstellung der Zahlen und gratuliere euch zu ihren Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter. Und ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. Danke. Merci beaucoup, c'est parfait. On va continuer nos efforts pour promouvoir les femmes dans le cadre de notre festival. Et je me réjouis maintenant de donner la parole à Delphine pour la suite, Pro et Contra 2, qui poursuit dans la thématique des femmes. Voilà, la main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre féminine et excès de hiérarchie dans le domaine du film. Alors, bon plaisir avec cette discussion et beaucoup de plaisir aussi aux Journées de Soleure avec les films. Et puis, à une prochaine. Au revoir. Merci beaucoup Monica. Non, j'ai pas besoin. Merci beaucoup à mes collègues de Swan d'être venus présenter ces chiffres. C'est un peu redondant, mais au moins il y a des chiffres et puis ça donne une vision claire et concrète, en fait.
Donc on va passer maintenant à la table ronde. Et voilà, nous avons initié, Swan et le festival, cette proposition de discussion, parce qu'il nous semblait qu'il y avait vraiment urgence et un intérêt partagé par de nombreuses organisations de parler de la pénurie de la main-d'œuvre, mais en particulier de la pénurie de la main-d'œuvre dans les métiers de l'assistanat. Et qu'est-ce qu'on entend ? Ah oui, avant. Qu'est-ce qu'on entend par métier de l'assistanat ? Ce sont les métiers des gens qui travaillent, des personnes qui travaillent très proches des chefs de poste de la réalisation et des chefs de poste à la production, à savoir les directrices de production, les assistantes de réalisation, les coordinatrices de production, les scripts, les régisseuses et les assistantes de production. Il y a des termes qu'on peut décliner comme coordinatrice de production ou seconde assistante réalisatrice, mais on a préféré garder des termes plutôt génériques pour expliquer en fait ces postes. À quoi consistent ces postes ? C'est des postes de coordination. Ce sont des postes qui sont impliqués dans toutes les étapes de fabrication d'un film. Et ce sont des travaux du relationnel, de ce que j'ai appelé les travaux de l'entre-deux. Pour anecdote, quand on a discuté avec Émilien Gure de ce programme, lui m'a dit, mais alors du coup on va pouvoir parler des machinistes. Et moi j'ai dit non, je parle bien de ces métiers-là dont on ne parle jamais, qui sont ces métiers de coordination, qui ne sont pas des métiers techniques et qui ne sont pas à proprement parler des métiers artistiques, mais qui sont des métiers où on travaille, on doit faire énormément de choses et qui sont des métiers d'organisation, si vous voulez. Et voilà, il nous semblait que c'était important d'en parler pour différentes raisons. Alors pour en parler, j'ai réuni un plateau d'invités de choix. Il y a Nicole Barras, qui est secrétaire générale du syndicat suisse film et vidéo. Voilà. J'ai invité Gabriela Bussmann, qui est productrice. J'ai invité Michael Imboden, qui est directeur de production, mais qui est aussi délégué des groupes professionnels de SSSV. J'ai invité Mathilde Néo, qui est assistante de réalisation, et qui est également autrice d'un podcast sur les métiers invisibles du cinéma, les métiers des gens dont on parle très peu, justement. Et j'ai aussi invité Géraldine Roth, qui est réalisatrice et membre du comité de l'ARF FDS. J'ai marqué ARD. Je me suis trompée. Bon. Un petit mot sur Mathilde. Mathilde, en fait, on s'est rencontrés lors d'une assemblée générale de Swan et j'ai appris qu'elle était en train de faire ce podcast et on a eu des discussions sur son métier, mais aussi sur la raison qui l'a motivée à faire ce podcast. Et on est tombé d'accord sur l'idée qu'il y a beaucoup de métiers dont on ne parle pas dans le cinéma. Et en fait, c'est pas un hasard si ces métiers, on n'en parle pas. C'est que souvent, derrière ces métiers, il y a des considérations qui sont attachées, il y a des concepts, il y a des attentes, il y a des a priori qui sont attachés à ces métiers. Et notre idée, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il était important qu'on revienne dessus. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de parler de ça ? C'est aussi parce qu'on a fait un constat à Swan, donc l'association Swan. Nous avons un annuaire en ligne. Et cet annuaire en ligne, en fait, on l'a créé de façon à rendre visibles les femmes de l'audiovisuel en Suisse. Et on s'est rendu compte, on fête 3 ans d'ailleurs d'anniversaire, et on s'est rendu compte que quand on fait une recherche, quand on fait une recherche de métiers justement dits invisibles, de ces métiers d'organisation, on trouve pas grand monde. Et on se dit les techniciennes, elles sont rares. Et donc voici les 2 profils de régisseuses qu'on a, alors qu'on a une masse impressionnante de productrices, de réalisatrices, ce qui est très bien, ce qui est très chouette, mais on s'est dit, on a mal fait notre travail. Et en fait, en posant la question autour de nous, et on s'est rendu compte que, non, en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes régisseuses. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi on a eu envie de faire cette table ronde. Alors, on va essayer, là maintenant, dans le temps qui nous reste, d'essayer de répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de main-d'œuvre féminine dans ces métiers-là ? La première observation qu'on peut faire, et le premier endroit où on peut commencer à se poser des questions, c'est la question de la formation.
Et on voit en fait que les formations de métiers de l'entre-deux ne sont pas autant proposées qu'on pourrait le croire dans les écoles de cinéma. Dans les écoles de cinéma en Suisse, qui sont des écoles d'art, qui ne sont pas spécifiquement les écoles de cinéma, mais des écoles d'art, les formations qui sont données, c'est des formations qui sont assez générales. Et on se demande si ces formations, elles ne sont pas un peu trop généralistes, sachant que bien souvent, sur les tournages, il y a des postes très spécifiques, et derrière ces postes, il y a des métiers qui sont en fait spécifiques. Et les écoles d'art, souvent, donnent des formations pour faire de la réalisation ou pour faire de la production, parfois aussi pour donner des cours de prise de vue ou de son. Mais il y a très peu en fait de formations en Suisse qui durent le temps d'un cursus universitaire ou de haute école. Il y a très peu de formations. Il y a notamment la formation de management de production qui est donnée par l'école d'art de Zurich, que Michael justement a suivi. Mais les seules choses en fait qui sont vraiment accessibles avec l'intitulé régisseur, assistant, réalisateur, ce sont les fonctions qui sont données, les formations qui sont données par des organisations comme Fonction Cinéma ou Focal qui proposent très régulièrement ces formations-là. Ce qu'on observe aussi, c'est que non seulement ces formations, elles sont pas forcément accessibles tout le temps, mais en plus de ça, il y a des disparités de l'offre dans le pays, ce qui fait que les gens sont obligés d'aller à l'étranger. L'autre chose aussi, mais on en reparlera plus tard, c'est qu'est-ce qui arrive quand on sort de l'école. Alors avant de parler de ça, je voulais donner la parole à Mathilde et à Michael pour qu'ils nous parlent un peu de leur formation et comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le marché de l'emploi. Voilà. Michael, tu veux commencer? Ja, ich kann gerne das bisschen erörtern. Es ist ein bisschen ein spezieller Fall bei mir, weil damals war das ein Pilotversuch an der ZHDK. Es war der allererste Master, der angeboten wurde. Schlussendlich war ich auch der Einzige, der die Vertiefung Produktion gewählt hatte. Sie hatten noch kein Curriculum. Es war ein bisschen ein Witz, Entschuldigung. Sie haben ja gesagt, mach mal ein bisschen Kurzfilme mit den damals noch DiplomstudentInnen und es gab ein Seminar von Donat Keusch an der Berlinale. Verena Glor hatte sich damals sehr eingesetzt für mich und geschaut, dass ich ein Praktikum bei einer Produktionsfirma machen konnte. Das war dann die Triluna Film bei Uedi Sanchi, wo ich bei der internationalen Co-Produktion Nordwand Fas-Nord als Produktionsstagiaire mitmachen konnte und das hat dann dazu geführt, dass Uedi Sanchi mich gleich an die Schule noch im 4. Semester engagiert hat und ich dann dort 12 Jahre lang gearbeitet und eigentlich alles dort Learning by Doing gelernt habe, nicht an der Schule. Die Schule war da für das Network. Wie Lucy Bader immer schön gesagt hat. Networking. Voilà. Ça marche aussi. Merci. Déjà, merci à vous d'être là parce que c'est très enthousiasmant de pouvoir partager ces discussions-là et de se dire que vous allez pouvoir leur donner un écho. Donc, on compte sur vous pour ensuite faire vivre ces discussions plus loin. Mais je me sentais un peu intrus de répondre en premier parce que moi, j'ai été formée en France. Donc, moi, j'ai fait une école privée avec une spécialité d'assistante à la réalisation. Donc je me suis sentie tout de suite avec un bagage assez clair et mon point de vue serait plus de dire qu'il y avait tout autant de femmes que d'hommes dans la formation et que la problématique elle se retrouvait plus sur les plateaux ensuite, c'est où est-ce qu'on les retrouvait. Donc pour moi il y a pas une pénurie de femmes, elles existent, c'est plus la place et puis la visibilité qu'on leur donne. Mais voilà. Merci. Non, je pense que c'est vrai que les formations dans les écoles, elles sont très très paritaires. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a même parfois plus de femmes que d'hommes. Mais effectivement, quand on voit en fait le marché de l'emploi et quand on voit sur les plateaux ce qui se passe, on voit que ces femmes, on ne sait pas où elles sont parties. Donc,
je pense qu'en tout cas, nous, ce qu'on a observé aussi sur le terrain, c'est que les diplômés, justement, à la sortie de l'école, elles vont pas forcément suivre le même parcours que leurs homologues masculins, notamment dans ces expériences et dans ces postes-là. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens s'isolent ou se retrouvent seuls, mais l'un de ceux qui nous a paru le plus flagrant, c'est la question des personnes qui vont vous accompagner sur les tournages, c'est-à-dire les personnes qui vont vous indiquer ou qui vont vous orienter vers tel ou tel type de travail. C'est pour ça que j'ai mentionné ce point de mentoring. Vraisemblablement, Michael en a parlé, il est important d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui vous suive. Et c'est vrai que dans les écoles, même si c'est quelque chose qui va vous paraître un peu subjectif, c'est vrai que si vous avez quelqu'un qui vous sert de mentoring, mais qui n'est pas sensible à votre spécificité, si vous êtes issu de ce qu'on appelle une minorité et que cette personne n'en tient pas forcément compte et ne fait pas attention à ça, peut-être qu'elle va pas se rendre compte que vous avez besoin peut-être d'un coup de pouce supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est une des choses qui sort. Alors, pour parler en fait de ces postes, aux États-Unis, ils ont une expression pour parler de ces postes-là. Ils parlent des métiers qui sont below the line, qui sont just below the line. La ligne, c'est quoi ? C'est une ligne en fait artificielle qui désigne les responsabilités en fait des personnes, mais aussi de ce qu'ils vont recevoir en termes de salaire. Il faut savoir que les réalisateurs, les réalisatrices, les producteurs, les productrices, ils reçoivent pas forcément un salaire tout le temps fixe. Ils reçoivent souvent de l'argent sous forme de forfait, sous forme de royalties, sous forme d'avance, toutes sortes de choses auxquelles les techniciens au sens pur n'auront pas forcément droit. Et les Américains, justement, ils donnent cette expression pour dire que les gens qui travaillent sur les plateaux, ils sont sous la ligne, donc ils sont soumis à des formes de salariat ou de formes de rétribution comme les indépendants, là où justement les auteurs, ce qu'on appelle les auteurs ou les porteurs de projets ne sont pas, ou les artistes, les talents, comme ils disent, sont soumis à d'autres choses. Et nous, ce qui nous intéressait, là, j'ai mis 2 flèches pour indiquer que les postes dont on parle aujourd'hui, ce sont les postes qui se retrouvent juste sous la ligne. Et pourquoi est-ce que ça a une importance ? Parce que l'une des choses qui va inciter la main-d'œuvre aussi à trouver sa place, c'est la façon avec laquelle elle va être rétribuée et comment elle va pouvoir négocier, le cas échéant, son salaire. Ce qui apparaît et qui est très important, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les salaires indicatifs hebdomadaires. Toutes les personnes qui travaillent dans le métier du cinéma savent très bien qu'il n'est pas toujours possible d'appliquer des grilles de salaire en fonction de ce qu'on a reçu comme argent. Je parle bien sûr des personnes qui recrutent ces personnes, ces techniciennes. Mais on a quand même des bases et qui sont en Suisse plus ou moins respectées. Alors ce qui apparaît et que je trouve vraiment très intéressant, c'est que vous voyez, j'ai mis en fait les salaires indicatifs par ordre croissant. Et vous voyez que assistantes de production, script, régisseuse sont a priori moins bien payées que les personnes qui sont assistantes de réalisation et les directrices de production. À titre de comparaison, vous pouvez voir ce que gagne une directrice de la photographie, une chef opératrice son, créatrice de costumes et une chef maquilleuse. Donc déjà, on peut voir que les salaires sont a priori un peu plus bas. On peut objecter que ces salaires sont plus bas parce que ces personnes ont moins de responsabilités. Parce que ces personnes recrutent moins de personnel, parce qu'il faut savoir que dans un film, les producteurs, productrices, les réalisatrices et les réalisateurs recrutent, choisissent eux-mêmes en fait des personnes qui vont travailler pour eux.
Ce sont souvent, évidemment, comme vous le savez, les comédiens, mais aussi les comédiennes, mais aussi des chefs opératrices, chefs opérateurs, et des ingénieurs du son parfois. Parfois, c'est des personnes qui composent la musique aussi, qui vont être choisies très en amont par la personne qui arrive avec un projet de film. Mais une fois que le film s'organise, cette tâche est dédiée à la directrice ou au directeur de production et parfois à la production. Et c'est là justement où il y a des choses qui peuvent se passer, c'est-à-dire des personnes qui sont choisies ou pas, ou des salaires qui peuvent être négociés ou pas. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'entendre justement ce que Michael, c'est pour ça qu'il a aussi été invité, c'est parce qu'il est amené souvent à engager des gens. Et bien sûr, on va entendre ce que dit Gabriella, qui est productrice et qui est amenée à engager des gens. D'abord, j'aimerais dire qu'il y a une précarité générale pour certains postes. En tout cas, je peux parler juste de la Suisse romande, surtout. C'est dans la direction de production, c'est dans les décoratrices ou décorateurs, et c'est aussi le costume. Donc, c'est un peu ces postes-là qui sont très, très difficiles à trouver. Et puis, pourquoi? Ça, c'est aussi intéressant parce que il avait longtemps beaucoup plus de hommes pour la direction de production. Il y en a 2-3 en Suisse romande qui ont beaucoup d'expérience, puis qui travaillent beaucoup. Mais il y a un changement quand même parce que ces hommes-là, ils sont devenus pères. Et puis, ils sont plus prêts de rester 30 jours, 32 jours, 35 jours, 40 jours loin de leurs enfants. Ça veut dire, ils sont prêts à encore faire la budgétisation, voilà. Et après, ils aimeraient partager le poste avec quelqu'un d'autre pour le tournage. Alors, ce qui est arrivé à nous, je peux que parler de notre expérience. Pour Laissez-moi, la fiction, on a fait appel à quelqu'un qui avait des expériences. C'était Nicolas Tsenrufinen. Et puis, on est dans cette discussion-là, il a dit oui, mais j'aimerais job sharing. C'est OK. Dans ce cas-là, on aimerait une femme. Et c'est Julia Kreiti qui, maintenant, pour la première fois, pour Laissez-moi, qui a pris le poste d'une directrice de production. Elle a été longtemps assistante et maintenant, elle est montée à la poste direct, elle était responsable. Et puis, d'abord, c'était génial, c'était super. Et j'espère qu'elle va continuer. Ça, c'est aussi une question, est-ce que les gens continuent ou est-ce que, parce que c'est quand même très prenant. C'est comme, voilà, c'est longtemps, on a une absence de famille, etc. En général, quand on engage les gens, bien sûr, on engage une directrice ou un directeur de production qui après amène un peu leur cahier de contact avec qui ils ont déjà travaillé, mais il faut pas cacher, il y a des listes noires, hein, puis ils veulent pas travailler avec ces gens-là, donc on doit un peu négocier, etc. Mais pour nous, c'est clair et toujours. Et puis je regardais encore avant de venir le gender map qu'on a fait et on est quasiment équilibré dans les femmes-hommes. Et ça, c'est très important. Pour nous, c'est même pas une question. Donc, par contre, il y a un problème, il y a quand même, il faut dire aussi dans l'équipe de caméra ou l'équipe de machinerie ou électro, il y a beaucoup moins de femmes. Donc, on a eu une femme, Sophie Bonsin, qui a fait juste le remplacement pour certains moments. Il y a Sophie Dascal qui se forme maintenant comme machiniste aussi, mais il y en a peu de femmes qui font ça, par exemple. Après, est-ce qu'il faut avoir pour tous les postes autant de femmes et hommes, je ne sais pas. Est-ce que les femmes ont envie de faire ça? C'est quand même des postes différents. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas les muscles, mais c'est comme des postes assez lourds. Hein. Surtout le machiniste ou l'électro qui porte toujours les choses. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est aussi une question d'envie. Est-ce qu'on peut-être le costume c'est plus plaisant, c'est plus aussi proche de l'artistique, etc. Donc ces questions, je peux pas répondre, mais il faut pas oublier ça non plus. Hein. Mm-hmm. Ouais, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, merci à tous les deux.
la question en fait qu'on pose ici, c'est on veut répondre à une pénurie de main-d'œuvre. Et je pense que s'il y a une pénurie, il faut ouvrir tous les métiers à toutes les femmes en fait et proposer et voir s'il y a possibilité. Mais je pense que c'est vrai dans la culture, dans notre culture, peut-être les femmes sont plus incitées ou se sentent elles-mêmes plus enclins à faire certaines activités et pas d'autres. C'est vrai que c'est une... On va venir plus tard sur la question de la culture. Mais ouais, tu voulais dire quelque chose sur ça, justement. Si je peux rebondir et ajouter quelque chose, je pense que c'est un fait et c'est vrai qu'il y a des métiers où il y a une pénurie, juste en quantité, que ce soit femme ou homme, mais il y a aussi une question de représentation de modèles et je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut ouvrir à la jeunesse pour qu'elle se sente enthousiaste et qu'elle n'ait pas peur aussi de prendre les plateaux de demain, c'est d'incarner aussi ces nouveaux rôles et du coup de montrer que les femmes elles existent, de montrer peut-être la manière un peu différente dont elles le font et de créer des modèles qui rassurent et des modèles concrets du réel, qu'on vit tous les jours et qui sont pas forcément glorifiés. Il y a des métiers dont on parle moins et du coup d'où la double question de dire d'abord parler de tous les métiers parce qu'il faut qu'on les connaisse et qu'on donne envie parce qu'ils sont super et aussi montrer que il y a différentes manières de l'incarner et ça peut donner un engouement et les rassurer aussi à venir et prendre la place quoi. Ouais, c'est une question intéressante. Justement, donner envie aux jeunes générations de venir. Je pense que c'est un travail que les écoles peuvent faire, mais pas que. Je pense aussi sur les tournages, oui. Ah. Peut-être je peux dire quelque chose là-dessus, parce que c'est très important cette question. Ouais. Tu as parlé aussi de la formation. Ouais. Je pense, comme toi tu dis, the learning by doing, il y a la formation, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend en faisant. Donc, cette poste, l'assistanat. Ce que je peux un peu voir ou constater, c'est qu'il y a des assistanats aussi dans la production. C'est souvent aussi des cinéastes qui font, après l'école, un peu l'assistanat, avant qu'ils font leur premier film hors d'école, pour gagner un peu de l'argent, pour un peu voir comment ça se passe, etc. Mais les assistanats, c'est aussi, si on continue à faire un certain temps après des assistanats, parce qu'on veut devenir directrice de productrice ou producteur, c'est différent. Ouais. Ou c'est enfin l'assistanat pour la caméra ou pour aussi le script. On n'a même plus pour le script, pour certains postes parce que c'est trop cher, c'est une question de budget. Et c'est là aussi, je pense, il y a un problème il faut créer des assistanats pour former les gens, mais qui veulent faire ce métier. Et pas ceux qui de toute façon, ils vont faire des films. Ouais, mais je pense qu'on est aussi dans cette culture par rapport à qu'est-ce que c'est qu'être script, qu'est-ce que c'est qu'être régisseur, qu'est-ce que c'est qu'être directrice de production. Ce sont des vrais métiers. Et puis souvent, quand on va dans une école d'art, en tout cas moi, quand j'étais jeune, je suis arrivée en école d'art, c'est pas du tout des métiers qui m'intéressaient ou que je comprenais en fait, ou je pensais pas qu'on pouvait faire carrière là-dedans et être bien dedans. J'avais toujours l'impression que c'était des postes de subalternes et c'est pas pour rien en fait. Mais Mathilde justement. Je suis trop inspirée, mais c'est juste, je pense, c'est aussi l'intitulé et du coup le terme assistanat amène à comme si on assistait quelqu'un et du coup à accéder à ailleurs, alors qu'en fait c'est un métier à part entière et du coup c'est ça qu'il faut rendre visible. C'est en fait qu'est-ce que ce métier et c'est un métier fini, donc il faut donner envie à ça quoi. Moi je voulais parler, on a parlé des salaires, on a parlé un peu de la surcharge de travail. Moi je voulais parler des difficultés. Qu'est-ce qui fait aussi que les gens au bout d'un moment craquent ou choisissent d'aller ailleurs? Je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient parlé des problèmes de concurrence avec l'étranger et le problème des coproductions qui est dans l'intitulé de notre programme. Est-ce que l'un de vous voudrait parler de ça? Kann ich nochmal zurückkommen auf die ganze Lohnkategorie? Ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, wie diese Löhne auch entstanden sind. Diese Löhne sind historisch gewachsen. Und diesbezüglich ist es auch so, dass die Löhne der eher weiblichen Berufe, sprich Maske, Kostüm, zum Teil auch Requisite, Szenenbild, sind
und vor allem auch die Produktion sind sehr viel tiefer als die technischen Berufe. Wir haben diese ganzen Berufe, wir haben im Moment 80 Berufsbilder im Film, Set und Postproduktion überarbeitet in 1,5 Jahren mit einer Arbeitsgruppe und in den einzelnen Berufsgruppen. Wir haben 12 Berufsgruppen und haben die ganzen Löhne neu eingeordnet in 9 Kategorien. Diese Gespräche, die wir dann mit den Produzentenverbänden haben, wir haben diese Kategorie besprochen. Die Kategorie ist eigentlich klar. Und was auch rausgekommen ist, ist, dass die eher weiblichen Berufe aufgewertet wurden. Das heißt, insbesondere natürlich die Produktionsberufe und auch Maske, Garderobe, Kostüm. Und das Zweite, was ich noch erwähnen wollte, was die Produktionsassistenz und die Produktionsleiter und Leiterinnen angeht. Diese sind bislang sehr schlecht bezahlt, wenn man es im Verhältnis anschaut. Es ist aber auch so, dass diese Jobs 50 Stunden plus immer pauschal bezahlt wurden. Das heißt, die Leute sind regelrecht verheizt worden. Das hat jetzt auf jeden Fall in der Deutschschweiz massiv abgenommen. Es wird nicht mehr pauschal gearbeitet. In der Romandie kenne ich die Situation zu wenig. Und es hat auch angefangen, dass man die Jobsharing in gewissen Positionen jetzt macht. Zum Beispiel in der Aufnahmeleitung ist es schon öfters passiert. Im GRIP, hat mir Michi vorher erzählt, wird sogar zwischen 2 Herren, einem Vater und einem anderen GRIP Jobsharing betrieben. Dann haben wir auch Jobsharing, was haben wir besprochen vorher, wo? Wir haben noch Part-Time. Part-Time, genau, dass nur gewisse Part-Time-Positionen, zum Beispiel in Serien, übernommen werden, damit die Leute sich nicht verheizen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber es ist wirklich ein Problem. Die Arbeitslast ist zu hoch. Wir erleben es sehr oft, dass junge Menschen mit Elan und Träumen zum Film kommen. Und dann arbeiten sie mindestens 50 Stunden pro Woche, 60, 70, 80 Stunden. Die Projekte werden immer länger, Serien, es sind nicht mehr Spielfilme, es gibt keine Fernsehfilme mehr in der Deutschschweiz, es gibt nur noch lange Projekte, Serien. Das kann man auffangen, indem man das aufteilt, erster Teil, Drehteil, zweiter Drehteil. Aber die jungen Menschen heute haben ein größeres Bedürfnis an einem Work-Life-Balance. Und das kann der Film nicht bieten. Das ist eines der Hauptprobleme. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir dem begegnen können. Und das ist genderübergreifend ein Problem. Aber gerade eben, was auch die Familienfreundlichkeit betrifft, wir versuchen da Lösungen zu finden mit Jobsharing. Und ich wollte noch etwas sagen zu der Verteilung der Berufe, aus dem Engagement. Das ist nicht einfach der Produzent, die Produzentin, der Produktionsleiter. Das sind die Head of Departments, die ihre Teams zusammenstellen. Und eigentlich kenne ich es nicht anders, als dass wir da immer auf eine sehr gute Balance achten, dass wir immer junge Leute reinholen. Aber wirklich das Problem ist, viele junge Leute hören wieder auf. Je vois qu'on avance et on a beaucoup de choses à dire parce que j'ai l'impression qu'on est en train de refaire aussi le cinéma suisse parce qu'il y a vraiment énormément de chantiers. Donc on ne va pas essayer de répondre à toutes les questions, mais on essaye d'aborder ici tous les points qui nous semblent importants et tous les leviers possibles sur lesquels on peut travailler. Donc on a parlé justement de la surcharge de travail, de ces postes-là en particulier, parce que c'est des postes qui sont pas tout à fait bien basés, bien établis, et c'est des postes où il y a énormément de choses à faire, c'est des postes qui sont ultra nécessaires, qui sont vraiment très nécessaires pour terminer, compléter un film, parce que souvent ces postes-là, ils ont un rôle d'intermédiaire entre les chefs de département, les chefs de poste et le reste de l'équipe. Donc c'est des personnes qui ne peuvent pas partir, qui doivent s'engager pleinement. Et si elles ne sont pas très bien payées ou s'il y a énormément de travail, c'est sûr que c'est beaucoup de pression sur eux. Moi, je voulais parler de la question de la concurrence étrangère, le travail sur les séries et sur les coproductions. Je sais que Gabriela, tu avais quelque chose à dire sur ça, sur encore un des facteurs péjorants des situations des femmes dans ces métiers. Est-ce que tu peux en parler? Parce que c'est une nouvelle donne, C'est une nouvelle donne aujourd'hui. On a justement les plateformes
qui permettent qui sont des nouveaux acteurs ou actrices de l'audiovisuel et qui proposent des programmes comme les séries justement et qui permettent de faire travailler différents pays ensemble, de créer des coproductions. Les télévisions suisses aussi proposent un certain type de choses. Donc voilà. Alors, d'abord, moi, j'ai pas fait de série, hein. Ouais. Moi, j'ai fait des coproductions, mais pour des films individuels. Ouais. Mais c'est le logique, c'est peut-être même dès qu'il y a un autre pays dedans qui veut participer au financement, ben, il a le droit aussi d'amener des dépenses. Il faut aussi des dépenses. Sinon, c'est impossible. Et je pense, d'abord, c'est très important qu'on fait des coproductions avec l'étranger. Ça positionne déjà le film ou les séries au point de vue international. Donc, ça veut dire qu'il va passer la frontière à la Suisse. C'est déjà gagné. Après, il faut des compromis. Il faut, ça c'est toujours, je sais que cette discussion, des fois, est délicate aussi pour la post-production. Il y a des gens qui sont pas très contents, mais après, nous, on ne peut pas, c'est pas à nous de dire, non, on fait tout en Suisse. Non, on peut pas. Parce que c'est un contrat qu'on établit. C'est un budget qui définit les dépenses selon le financement qui est amené. Et ça, on doit remplir. Donc, mais après, pour le plateau, nous, on a fait des bonnes expériences, hein. Ça marche très bien entre les Belges, les Français et les Suisses. Et la même chose, c'est pour les acteurs. On a eu différentes, l'Allemagne, la France et la Suisse. Mais c'est un point positif. Alors, je ne veux pas dire que c'est négatif. Moi, j'ai entendu en fait des remarques de la part de gens qui me disent, moi, je voulais, vous parlez des chefs de poste, c'est des chefs de poste qui voulaient mettre des jeunes à l'étrier et qui ont entendu des choses, qui ont entendu des choses assez terribles. Ah, mais une technicienne belge, elle vaut mieux qu'une technicienne suisse ou une technicienne anglaise. Elle est forcément meilleure techniquement parce que les Anglais, ils ont un meilleur cinéma. Là, je peux pas répondre. Ouais. On n'était pas du tout dans cette discussion-là du tout. Non, pas du tout. C'est plutôt des points qui décident. Ça veut dire il faut des chefs de poste de l'étranger aussi pour qu'eux, ils ont les points pour avoir l'argent. C'est très clair. Les règles sont très claires. Hein. Mais justement dans une production où la Suisse est minoritaire. Ja, aber es geht ja darum, wie viel Prozent ist fremd, also was ist der Prozentanteil und dementsprechend wie ist die Crew nachher verteilt. Und wenn das Missverhältnis ist, wenn man sagt, majoritär Swiss 70% und man hat aber 50% oder 60% ausländische Crew, dann gibt es wahrscheinlich Fragen, wieso ist das so. Aber sonst, das ausländische Geld muss in dem Co-Produktionsland ausgegeben werden. Das geht gar nicht, weil das OFC würde gar das nicht akzeptieren. Also wir müssen ja ein Formular ausfüllen und dann ist das alles ganz offengelegt und wenn da was nicht stimmt, dann kommt Karin und sagt, das geht nicht. Es gibt ja auch eine Reziprozität für jede. Eine Produktionsfirma kann nur einen Film machen, wenn sie nachher wieder minoritär einen Film machen, wenn sie einen majoritär machen. Und die Schweizer TechnikerInnen haben ja auch eine Chance, dann im Ausland zu arbeiten, aus diesem Grund. Also, das hat nichts mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Co-Produktionen sind eine europäische Erfolgsgeschichte. Und da ist nichts schlecht daran aus Arbeitnehmerschicht. Also wir sind hier auf dem Holzweg, Entschuldigung. Es ist etwas Gutes. Es ist ein Austausch, ein europäischer kultureller Austausch und es professionalisiert auch die Schweizer Branche, die lange Zeit darunter gelitten hat, dass wir hier Cinéma Copain machen und nicht professionell arbeiten. Ouais, justement, c'est cette question-là, c'est les petits pays qui sont, c'est pas pour parler de la Suisse spécifiquement, mais les petits pays par rapport à des plus gros pays. La Suisse est entourée de grands pays qui ont une grande histoire du cinéma ou qui ont beaucoup de moyens. Et c'était plutôt pour amener la question justement sur le rapport d'équilibre économique, on va dire, de la Suisse, le rapport aussi de nombre de personnes qu'on peut mettre à disposition par rapport aux autres pays. Maintenant, je voulais parler
on peut parler de sexisme. C'est aussi un frein à l'introduction de nouvelles personnes sur le marché du travail, mais c'est aussi un frein à la continuité, au maintien des carrières. Et je sais que on a eu avec certains d'entre vous des discussions. Et, peut-être Géraldine, tu voudrais dire quelque chose sur ça? Est-ce que toi, dans ton parcours, parce que tu as été assistante, tu as fait de l'assistanat à la réalisation, et tu es aussi maintenant, tu es réalisatrice, tu recrutes des gens, tu observes des choses sur les tournages. Qu'est-ce que tu peux dire en fait sur l'ambiance de travail en général? Qu'est-ce que tu as observé au cours de ton parcours? Alors, je vais peut-être commencer déjà parce que je voulais compléter quelque chose qu'avait dit Mickaël sur l'engagement, parce que en effet, c'est souvent les chefs de poste, donc nous on discute souvent, surtout pour les chefs de poste artistiques, évidemment avec les producteurs, les directrices ou directeurs de production, des différentes personnes engagées. Donc ensuite, évidemment, c'est les chefs de poste qui engagent leur équipe. Par contre, on sait la plupart du temps quel chef-op va bosser avec qui. Enfin, on sait à peu près les équipes qui se forment. Donc, on a quand même, d'après moi, on a quand même une grande influence là-dessus. Et aussi pour pouvoir tout d'un coup demander à ce que dans une équipe de 6 personnes, à l'image, il y ait une femme. Je pense qu'on peut quand même avoir ces influences parce qu'on choisit ses chefs de poste. Et aussi choisir une chef opératrice, par exemple. Il y en a beaucoup moins en Suisse, mais on sait que ça va déjà, il y en a beaucoup moins, oui. Mais ça peut déjà, en tout cas changer, améliorer les choses. Par rapport au sexisme, je sais pas, c'est comme dans toutes les professions, il y en a évidemment sur les plateaux. En plus, les plateaux sont très hiérarchisés, donc ça peut arriver. Ce que j'ai quand même remarqué aussi par rapport à notre influence d'engager des gens, et j'ai remarqué, en tout cas autant dans mes travaux personnels que quand j'ai fini mes études et que j'ai fait des assistanats, c'est qu'il y avait une grande responsabilité des chefs de poste, des plus hauts chefs de poste sur le plateau, donc ce qui veut dire réalisateurs ou réalisatrices, et aussi directeurs ou directrices de production, sur ce qui va évidemment les gens qu'on engage. Et j'ai réalisé que souvent les équipes très mixtes, il y a moins de sexisme, simplement parce qu'on peut moins se le permettre. Et au tout début de ma carrière, j'ai travaillé sur des films où il y avait vraiment 80% d'hommes, et ça change beaucoup l'ambiance. disons que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus des équipes mixtes, en tout cas sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, et c'est assez agréable. C'est moins toxique, disons. Donc on peut conclure que il y a des freins qui peuvent être liés au sexisme, mais effectivement, le fait qu'aujourd'hui, si un réalisateur, un producteur ou une productrice prend conscience justement de ces problèmes-là, cette personne peut influencer l'ambiance sur un plateau et peut favorablement changer complètement la donne, en fait. C'est ça. Alors, je voulais faire une transition sur le podcast de Mathilde Néo qui s'appelle Voix entrelacées. Et avant qu'elle nous en dise quelques mots, je voulais vous faire écouter un extrait d'un épisode de la première saison dans lequel on entend une assistante de réalisation qui s'appelle Mireille Moros, chaque fois je confonds, Mireille Moros, et qui parle justement de son métier. Voilà. C'est assez ambigu, je trouve, parce que on assiste là où le metteur en scène, on assiste la mise en scène, mais on n'est pas l'assistant d'eux. En fait, on assiste surtout le projet qui est mené par là où le chef de projet. On est des chefs d'orchestre, en fait, vraiment. On est un peu au milieu de tous les corps de métier. C'est ça aussi qui est passionnant, c'est qu'on apprend au contact de tous ces corps de métier, de tous les corps de métier qui font partie du plateau. On fait en sorte que l'osmose prenne, que l'énergie de travail prenne pour avancer toutes et tous dans la même direction. Mais du coup, effectivement, on assiste le projet. Est-ce que c'est peut-être ça, d'où ça vient, je ne sais pas. Voilà. Donc, voici un petit extrait. Je voulais que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que tu prévois de faire. Je sais que tu as rencontré
pour la saison 2 qui est en préparation. Voilà. Donc voici Mireille Moros sur le tournage de La preuve de l'existence de Dieu de Fred Bailiff en 2014. Elle était beaucoup plus jeune. Voilà. Et, ça, ce sont tes deux invités pour la prochaine saison. On a parlé justement de Julia Schreiti et Joséphine Pittet qui est script. Donc, c'est tes invités. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce qui s'est dit, de ce qui se joue par rapport à tout ça? Oui, 1, 2. Je pense pour juste recontextualiser d'où est né ce podcast, c'était déjà de redonner la parole du coup aux métiers qui sont dans l'ombre, donc de parler des métiers qu'on connaît moins, donc vraiment faire le focus sur tous les autres métiers qui ne sont pas de la réalisation et la direction de la photographie. Et aussi d'en profiter pour privilégier des témoignages de femmes. Et l'idée, c'était, donc on s'est concentré que sur la Suisse romande, puisqu'on peut commencer, il faut toujours commencer à un endroit. Donc c'est francophone, mais voilà. En tout cas, c'est des gens qui incarnent ces métiers-là au quotidien, aujourd'hui, depuis déjà quelques années. Donc la plupart font partie d'une jeune génération, mais ils sont quand même implantés, ils ont envie de rester. Il y en a plein qui ont envie de rester malgré aussi les conditions. Donc on a finalisé une saison 1 l'année dernière et là on fait une saison 2 actuellement. Et ce qui est assez beau, c'est le partage de leurs témoignages parce qu'ils racontent concrètement ce qui se passe dans leur vie et c'est en fait l'idée, c'est de donner leur vérité et leur réalité. Et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de ça. C'est d'entendre un peu les autres discours à qui l'écho n'arrive pas à atteindre tout le monde et est moins médiatisé. Et donc c'était vraiment ça le cœur du pourquoi ce podcast est né. Justement, je voulais me servir de cette présentation du podcast pour transiter sur le dernier sujet, qui est la question de la culture du travail et puis des stéréotypes, la question des métiers genrés et des stéréotypes persistants de ce que j'ai appelé le stéréotype de la secrétaire. Donc, Nicole Barras a parlé justement des métiers qui sont moins payés et il se trouve que c'est souvent des métiers de femmes, pas toujours, mais c'est souvent des métiers de femmes. Et en fait, il y a une histoire qui est liée à ça. Parce que ce sont des postes, justement, des postes vraiment purement d'assistant. Enfin, anciennement, c'était des postes d'assistanat. Et avec le temps, ces postes se sont développés et ont pris un peu plus d'ampleur. Mais pour moi, ce qui est au cœur de ça, c'est la question de l'auteur et des personnes qui portent les projets. La question de la figure de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse, qui est toujours au cœur en fait du système de production. Et il semble en fait que toute l'énergie, tout l'argent, tous les moyens et toute l'attention sont portés en fait sur cette figure centrale du porteur, de la porteuse de projet, qui est la réalisatrice, le réalisateur, parfois les scénaristes, parfois et très souvent aussi les comédiens et les comédiennes. Et je sais qu'on avait eu beaucoup de discussions, toi et moi, Mathilde, sur cette occupation médiatique, ces préoccupations que peuvent avoir les jeunes aussi. Plus tard, je veux devenir comme elle, comme lui, et faire des films, être réalisateur, réalisatrice. Et ce que je trouve intéressant justement dans ces métiers, c'est que ce sont des personnes qui sont au cœur du système, parfois de façon très très intime, mais qui ne sont pas au centre de l'attention. Et c'est à double tranchant parce que justement ces métiers sont moins discutés, moins explorés, et on en parle en fait moins. Et je voulais un peu faire un tour de table sur cette question-là, sur la figure de l'auteur. Et est-ce que c'est pas pour changer la hiérarchie sur les films, mais est-ce que il n'y a pas lieu de valoriser un peu plus ces métiers-là par des actions, par des interviews, peut-être. Moi, j'ai regardé les fiches sur Swiss Film et je vois qu'il n'y a pas le nom des directrices ou directeurs de production, il me semble. Il n'y a pas le nom. Je crois pas qu'il y ait les scripts. Il y a les assistantes et assistants de production, assistants de production et assistants de réalisation, ce qui est déjà super. Ouais.
Je crois que, ich glaube, die Produktionsleitung ist drin, aber das ist eine Frage zwischen Swissfilms und auch den Produzenten wahrscheinlich oder Produzentinnen. Ouais. Die wollen nicht mehr aufführen, Punkt. Das ist, glaube ich, nicht mal gendermäßig irgendwie eine Prämisse, sondern sie wollen einfach nur diese Punkte aufführen, die seien international auch. Ich habe diese Diskussion schon mehrfach geführt mit Swissfilms und ich werde sie weiterführen. Oui. Je vais juste commencer par rapport à ta question. En effet, moi je trouve ça super vraiment de mettre plus ces métiers en valeur parce qu'en effet, avant que vraiment je travaille même dans les écoles de cinéma, avant que je travaille vraiment sur des plateaux, on sait pas vraiment à quoi ça correspond, même en faisant du cinéma. Donc avant d'avoir vraiment, et donc voilà, le commun des mortels ne connaît pas tous ces, qui sont hors du milieu ne connaissent pas tous les métiers qui sont de l'industrie du cinéma, et je trouve que ça c'est très très important. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, en tout cas surtout de réalisatrices que je connais qui n'ont pas forcément ce même regard de... je pense que l'auteur qui porte un projet évidemment depuis 5-10 ans va arriver avec une certaine connaissance et évidemment va porter ce projet. D'ailleurs, c'est son rôle. Il doit porter ce projet du début à la fin, bien sûr, à certains moments aussi avec un partenaire qui est le producteur ou la productrice. Et par contre, c'est vrai que, par exemple, Céline Sciamma parle d'une collaboration et d'une ronde des regards. Et ça, je trouve que c'est une très très belle idée en fait. Que en film, évidemment, c'est une personne, mais un réalisateur ou une réalisatrice, c'est aussi quelqu'un qui va chercher à s'entourer de collaborateurs pour amener son projet, son histoire au public. Et je trouve ça très beau comme image de pas, tout le monde doit me suivre, mais en fait, c'est un travail collaboratif, le cinéma. Et c'est vrai que je trouve que ça, en tout cas, je cite Céline Sciamma qui est très engagée aussi dans un cinéma peut-être plus... qui partage un peu plus avec son équipe et qui est peut-être moins... je pense pas qu'elle a des excès de pouvoir, justement, puisqu'on parlait de ça sur ces plateaux. Donc voilà, c'est en tout cas une autre façon de voir le cinéma, et je pense qu'il y a certaines réalisatrices, aussi réalisateurs qui portent ça. Mais, ouais. Moi, je voulais entendre, on arrive bientôt au bout, je voulais entendre Michael et puis Mathilde sur les ambiances de plateau. Ouais. Ein bisschen Devil's Advocate. Es gibt einen Grund, warum gewisse Menschen hinter der Kamera arbeiten, weil sie wollen ja nicht sichtbar sein. Nein, Spaß beiseite. Ich wollte nur noch kurz von einer Initiative erzählen. In der Deutschschweiz gibt es jetzt eine Initiative, die nennt sich Film Staff. Staff, nicht Stuff, Staff, wie Arbeit.ch. Und dort die Idee davon dabei ist, dass man eben auch diese anderen Berufe den Leuten erklärt, dass Film nicht nur Regie, Kamera, Schauspiel ist. Unsere Berufsbilder eigentlich erklären, die es gibt. Weil ich kenne das ja auch. Alle fragen, du arbeitest beim Film, machst du Kamera, schneidest du, bist du Regisseur? Nein, ich arbeite im Büro. Und die Leute sind verwirrt, du arbeitest im Büro. Ja, auch beim Film gibt es ein Büro. Und dieser Filmstaff, das ist eine Initiative, um gegen den Fachkräftemangel etwas zu bewirken und diese anderen Berufe sichtbar zu machen für die Bevölkerung. Kann ich nur schon was anhängen? Swissfilm, je crois qu'il y a une confusion là, parce que bien sûr, il faut valoriser, on essaie de valoriser, peut-être on fait pas assez, on peut réfléchir là-dessus, mais le rôle de Swissfilm, c'est nôtre, parce que c'est l'information pour l'étranger, et puis eux, ils vont pas être intéressés à tout le générique, lire tout le générique sur Internet, c'est pas possible. Donc c'est tout à fait autre chose. Il faut un peu savoir où on met quoi. Je pense qu'il faut pas confondre, parce il faut aussi dire que les techniciens, ils font un film, et après ils font un autre film. Ils switchent d'un film à l'autre. C'est pas comme un cinéaste, voilà, comme tu dis, qui porte encore plus loin, tu vois, qui vit avec ça encore une année au moins pour le festival, ou 2 ans. C'est différent. Mais ça veut pas dire qu'il faut dévaloriser. Je dis pas ça.
Ça, c'est intéressant. Ça, je trouve, ça, c'est utile, tu vois. C'est pour les gens qui veulent, je réfléchis, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, est-ce que le film m'intéresse, et de voir ça, je trouve génial, tu vois. Mais pas Swiss Film qui doit tout mettre tous les métiers, là. Non, Nein, pourquoi pas? Ich bin ganz deiner Meinung, Swiss Films muss nicht einen Abspann machen, wo alles drauf ist. Aber es gibt gewisse Berufe, zum Beispiel das Kostümbild ist, glaube ich, nicht drauf. Ich kann es jetzt nicht auswendig, ehrlich gesagt. Aber es geht einfach, dass die Head-Off-Positionen drauf sind. Ich wollte nicht sagen, dass alle drauf sein müssen, logischerweise nicht. Also die Webseite von Swiss Films ist ein Murks, wenn man es sagen kann. Und kein Mensch außerhalb der Filmbranche weiß, dass es das gibt. Es ist komisch, dass Google es findet, weil jeder Mensch, der nicht im Film arbeitet, der kennt IMDb. Der kennt weder Crew United noch Swiss Films. Die sollten einfach die Filme promoten. Ich glaube, das wäre wichtiger. Und jetzt sage ich noch etwas Provokatives. Es ist ja auch interessant, dass der Schweizer Filmpreis keinen Preis fürs Szenenbild und fürs Kostümbild kennt oder für die Maske. Je relance juste la question, mais du coup, quels seraient les critères des postes sélectionnés auprès de Swiss Films? Enfin, qu'est-ce qui détermine ceux qui sont actuellement? C'est la part artistique ou... Faut leur demander. Je pense qu'elle est quand même à questionner. Oui. Non, mais je dis en général, ça peut être Internet Movie Database, c'est égal. C'est ce rapport qu'on a déjà au générique. Moi, j'aime beaucoup les génériques de Virgile Vernier, le réalisateur, parce qu'il met, voilà, on a tous travaillé, et puis lui, il s'appelle Virgile Vernier, donc il a la lettre V, donc il apparaît à la lettre V. Et avant, il y a eu plein de gens, et puis c'est très provocateur, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit par rapport aux hiérarchies. Je ne sais pas si vous connaissez le réalisateur français, Virgile Vernier, mais il a un rapport très provocateur à ces questions de poste. Il dit on a tous travaillé, et il y a des gens qui font des petits jobs et qui sont absolument utiles pour tout le tournage. Donc il faut en parler, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour conclure après? Est-ce que la petite boutade de Nicole? Peut-être juste une remarque par rapport au retour qu'on a eu de la première saison. Du coup, le podcast, on l'a un peu créé pour la jeunesse, pour ceux qui ont peut-être envie de découvrir ces métiers et de l'incarner dans le futur. Et ce qui était rigolo, c'était les premiers retours qu'on a eus. En fait, c'est tous ceux qui sont sur les plateaux aujourd'hui et qui découvrent les métiers des uns et des autres, et en fait ils sont fascinés de découvrir maintenant comment ça se passe juste à côté, et qu'en fait derrière ce qui se voit, voilà, parce qu'on n'a pas toujours le temps sur un plateau de comprendre les métiers de chacun et chacune, en fait il y a eu c'était assez beau les retours et la valorisation qu'il y a eu déjà des gens qui incarnent ça au quotidien, quoi. Ouais, c'est une bonne chose. Dann mache ich fertig und sage, wir haben auf unserer Webseite alle Berufe, also auch in der Produktion. Ouais. Wir haben die Berufsbilder in allen 3 Landessprachen, Deutsch, Français und Italiano. Dort kann man nachlesen, was ein Job genau beinhaltet, wie der Ablauf ist bei einem Dreh, was die Verantwortlichkeiten sind und auch was die Vorausgaben sind, respektive die Voraussetzungen, dass man diesen Job machen kann. Schaut mal rein, Berufsbilder. Dort sind über 80 Berufsbilder aufgelistet auf den Set-Berufen und in der Postproduktion. Merci. En conclusion, je voulais vous montrer en fait des images qui sont tirées de l'histoire du cinéma. Là, il y a j'avais oublié de parler de ça, mais là, on voit en fait de façon très claire la proportion de métiers, les hommes, les femmes. Ces chiffres sont issus d'une étude que Swan a faite sur les séries en Suisse romande de 2006 à 2017, et vous voyez qu'il y a des choses qui sont toutes roses et il y a des choses qui sont toutes bleues. Je vous laisse deviner à quoi ça correspond. Pourquoi rose, pourquoi bleu, si vous n'arrivez pas à lire. Et vous voyez que très nettement, les directeurs de la photographie ont été majoritairement des hommes et les scripts ont été majoritairement des femmes. Vous voyez que la direction de production, il n'y a eu que 19% de femmes et 9% de femmes à la régie. Et voilà. Là, c'est une étude qui est issue des États-Unis, une étude un peu plus récente qui discute sur la proportion de revenus
Ce qui est en jaune, c'est pour les femmes, ce qui est en bleu est pour les hommes. Et on voit que chez les scripts, bien, il y a aussi aux États-Unis une majorité de femmes, et on voit que chez les régisseurs, il y a une majorité d'hommes. Et ce que ce syndicat qui s'appelle Local 871 a remarqué, c'est que il y a un vrai lien entre le niveau de salaire et les professions des femmes et des hommes, en fait. Donc là, je voulais vous laisser avec cette image, l'image de la première script, d'où le nom de script. C'est quelqu'un qui tapait à la machine et qui tapait et qui était au service de réalisateurs. Ici, on est en 1918 et cette femme s'appelle Sarah Mason. Je vais vous montrer l'image d'une script presque 60 ans plus tard. Je pense que vous la connaissez tous. Vous connaissez tous le film La Nuit américaine de François Truffaut. À droite, vous avez Nathalie Baye qui joue le rôle de la script. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que non seulement on voit une femme script, mais en plus c'est une femme script qui a un rôle assez important et assez intéressant. Et en plus, elle est accompagnée d'une autre assistante script qui est jouée par la chanteuse comédienne Dani. Et ce qu'on voit, c'est que elle est assistante, donc elle travaille, elle écoute, elle vient d'arriver sur les tournages, elle connaît pas très bien, et elle est un peu ballottée comme ça, et à un moment elle va partir elle va avoir une petite aventure avec l'acteur principal. Et Nathalie Baye, qui est chef de poste, et qui prend son métier très au sérieux, et qui est une femme indépendante, libérée, qui a toujours des bonnes idées, qui est toujours géniale, et puis le réalisateur qui est incarné par François Truffaut lui-même est à ses côtés. Elle va avoir cette remarque à la fin, quand elle voit sa copine et assistante script partir avec l'acteur. Elle a cette remarque culte où elle dit « Je laisserai tomber un homme pour un film, mais je ne laisserai jamais tomber un film pour un homme. » Voilà. Donc il y a ce personnage très féministe qui apparaît. C'est un personnage un peu ambivalent parce que c'est quand même un personnage qui est vu à travers les yeux d'un homme, ceux de François Truffaut. Mais c'est un personnage intéressant et je vous invite à revoir ce film sous cette ère-là. Je me pose la question aujourd'hui, comment est-ce qu'on montrerait une script d'aujourd'hui au cinéma? Je vous laisse, ou une femme travaillant dans ces métiers d'assistanat. Je me pose la question. Voilà, on a un peu fait le tour, on a vraiment survolé les choses. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle. Je ne suis pas sûre qu'on ait encore le temps pour des questions. Ouais. Ich würde gerne noch etwas anfügen. Jetzt im Zuge von Lex Netflix. Wir freuen uns alle. Weiß ich von meinen Kolleginnen, dass wenn man mit Netflix einen Film dreht, dass Netflix sehr großen Wert darauf legt, dass innerhalb des Teams sensibilisiert wird, dass es keine Mobbing und sexuelle Belästigung gibt. Ein Thema, das in der Schweiz und insbesondere in der Filmbranche noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und es ist wichtig, dass wir dem Nachwuchs, den jungen Menschen, also Opfer von sexualisierter Gewalt sind ja oft junge weibliche und junge queere Menschen. Und diese Menschen müssen wir schützen und wir müssen uns ganz klar dafür aussprechen, am Beginn der Produktion, während der Produktion, ob das jetzt die ProduzentInnen sind oder die ProduktionsleiterInnen, die RegieassistentInnen. Man muss hinschauen, wir sind ein Team, es wird nicht toleriert und es gibt Anlaufstellen und ganz klare Teammitglieder, die man anrufen kann, wenn man etwas erlebt. Und ich denke, das ist etwas, das wir uns auch noch ganz wichtig annehmen sollten. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Ah, pardon. C'est pas une question, mais ich werde auf Deutsch weiterfahren. Ja. Für mich war dieses Gespräch, hat sich gerade sehr schwarz-weiß angefühlt. Ich weiß noch nicht ganz genau warum, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit dafür, aber irgendwie habe ich mich noch gefragt zu dieser Frage, dass wir als Head of Departments uns überlegen müssen, mit wem dass wir zusammenarbeiten wollen, wie wir unser Team zusammenstellen wollen.
finde ich es ein bisschen einfach zu sagen, dass wir nur Frauen, also dass wir mehr Frauen einfach nur als Head-Off machen sollen. Ich finde, der Feminismus kann auch von einem Mann transportiert werden. Und ich finde, da müssten wir uns auch überlegen, mit was für Männern, dass wir zusammenarbeiten wollen, weil es ganz viele Männer sind, die eher das Patriarchat vertreten weiterhin. Und es gibt aber auch ganz viele tolle Männer, die ihr Team divers zusammenstellen. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein undiverses Team sein, nur weil der Head-Off ein Mann ist. Weil es eben, wie gesagt, ganz viele Männer gibt, die diese Sicherheit auch vermitteln können für Frauen. Und ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir so schwarz-weiß diskutieren. Ich wünsche mir eigentlich sehr viel mehr auch, dass diese Männer, die sowieso schon in der Industrie sind, dass die sich vielleicht ein bisschen bewusster werden, was für eine Rolle das sie haben als Head-Off. Und dass sie ihr Team divers nicht nur in Hinsicht auf Mann-Frau zusammenstellen, sondern auch darauf, dass die Männer, die sie auswählen, dass die eben auch feministisch denken. Nur als Bemerkung. Okay. Merci. Oui, c'était pour rebondir sur la thématique du sexisme, des agressions ou du harcèlement sur les tournages. Des échos que j'ai eus dernièrement sur des tournages en Suisse romande en tout cas, c'est que souvent, en fait, la personne qui est en charge de recueillir la parole sur les tournages quand des situations de ce type se passent, c'est souvent des personnes qui sont dans ces métiers de l'assistanat, ou les maquilleuses, ou les costumières. C'est des personnes qui font souvent ça bénévolement ou alors qui ont peut-être une très petite rémunération. Il n'y a pas de formation non plus. Recueillir une parole, c'est quand même quelque chose de lourd et qui demande aussi d'avoir une véritable formation parce que c'est pas facile. Et voilà, il ne faut pas non plus que cette charge retombe de nouveau gratuitement sur les épaules des femmes, enfin que ça soit de nouveau un travail bénévole. Il faut que ça soit valorisé dans les intitulés de poste, mais aussi au niveau des salaires. Voilà. C'était juste une remarque. Ja, das ist etwas, das wir jetzt gerade auch thematisiert hatten beim Berufsgruppentreffen der Produktion. Also sind die ProduktionsleiterInnen, ProduktionskoordinatorInnen dabei. Und eine gute Kollegin hat mich eben darauf hingewiesen auch, weil wir sind das noch am etablieren. Wir haben jetzt gesagt, es muss eine externe Stelle sein, weil eben, das braucht ja auch, das ist psychologisch belastend. Man kann nicht einfach sagen, das muss jemand im Team machen, eine Frau und ein Mann, weil das ist nicht einfach. Und diese Person muss ja auch wissen, wie gehe ich dann damit um. Und da braucht es unbedingt eine externe Fachstelle, die man dazu beziehen kann. Und wir sind jetzt zum Schluss gekommen, es muss nicht entweder intern oder nur extern, es muss beides geben. Weil für die Opfer von sexualisierter Gewalt oder Mobbing ist es nicht so einfach. Manchmal ist es einfacher, eine Kollegin anzusprechen. Manchmal ist es einfacher, anonym eine externe Stelle anzurufen. Es braucht beides. Und ja, es braucht eine Schulung. Man kann nicht jeder und jeder kann das einfach machen. Das ist so. Mhm. Merci. Il y a encore une question? Non. Ok. Je pense que... Ouais. Merci beaucoup. Je sais que c'est un sujet... c'est difficile de synthétiser, en fait, tout ce qui crée cette situation de pénurie. Mais on a essayé d'aborder, en tout cas, les différents domaines. Et on vous remercie, en tout cas, d'être venus. Et puis, voilà. On vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à aller prendre un verre. Il y a le Happy Hour de Sopro qui a déjà commencé. Donc vous êtes invités à aller boire un verre dehors et puis à discuter si vous nous croisez, vous pouvez venir vers nous. Merci beaucoup.